golfe de Cornouailles, à l'entrée de l'hiver. Les Bretons savent qu'il faut profiter des moindres périodes de beau temps, alors que les dépressions atlantiques balayent bien souvent ce joli parcours, niché au fond de l'anse de la forêt fouennante. Parmi eux, un membre émérite, Jean Le Cam. Cela fait un moment que Jean taquine la petite balle entre deux sorties en mer. En sa compagnie, nous allons faire un tour sur la planète voile. Jean connaît son sujet avec des points de vue et des opinions bien tranchées. Alors bienvenue pour cette balade nautique avec un grand marin qui depuis plus de 30 ans multiplie les sillages aux quatre coins du monde. Un tour du monde, de toute façon, c'est jamais simple. Ça l'est une fois qu'il est derrière, une fois qu'on l'a fait, qu'on l'a fini. Voilà, là, en plus, on l'a gagné. Donc, c'est vrai qu'après, les choses sont toujours simples. L'année 2015 a débuté de la plus belle des manières pour Jean Le Cam et son complice Bernard Stamm. Ces deux piliers du grand large ont survolé la 3e édition de la Barcelona World Race, la course en double autour du monde sans escale. Une chose est certaine, ces 84 jours passés en tête-à-tête ne les ont changés ni l'un ni l'autre. La ligne, quand elle n'est pas franchie, elle n'est pas franchie. Ça, il ne faut jamais oublier. C'était un beau départ, quoi. Et après, on arrive, c'était une belle arrivée. Et voilà, on est content, quoi. Bernard en train de faire l'idiot à l'arrière de la bombe. Ce succès a été acquis dans la bonne humeur. Et si nos deux compères n'en laissent rien paraître, rien n'a jamais été simple pour autant. Déjà, on a eu le bateau assez tard, donc c'est toujours pareil. C'est les problèmes de timing qui sont bien souvent les plus difficiles à gérer parce que les départs de course, eux, ils ne reculent pas. Donc ça, c'est le problème des courses. C'est que la date, c'est la date et ça ne recule pas. Un chantier, quand il est en retard, il arrive toujours à décaler la livraison, etc. Chez nous, il n'y a pas de décalage de livraison. Le départ, il est à une date fixe. Sur la ligne au large de Barcelone, le 31 décembre 2014, seulement 8 bateaux sont au rendez-vous. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas la flotte du Vendée Globe, mais l'aventure d'un tour du monde ne dépend pas du nombre d'inscrits. Les équipages, comme les bateaux, sont également très hétéroclites. Rapidement, nos deux compères se retrouvent seuls en tête alors qu'ils attaquent les 40e rugissants. Le Sud, on a eu quand même un moment fort. C'était un moment qui n'était jamais arrivé ni à Bernard ni à moi. C'était quand même des vents sur le fichier à 70 nœuds, donc là, on ne fait pas le marin. Et donc là, on a décidé de ralentir le bateau. Mais c'est pas facile, en fait, de ne pas avancer avec un bateau comme ça. C'est assez étonnant. Donc on est toujours en train de se dire il faut qu'on aille plus vite, on va jamais assez vite. Et là, c'était l'inverse, on était toujours trop vite. Donc freiner le bateau pour laisser passer la tempête qui était devant. Donc ça, c'était un moment assez particulier, on va dire, ce tour du monde. Des cas particuliers, ce n'est pas ce qui manque. Surtout lorsqu'on a vécu comme lui 3 éditions du Vendée Globe. Son premier restera dans les mémoires. Il est dans le match avec un passage en tête à l'équateur. Alors, suivant la tradition, un petit coup de rouge à Neptune. Voilà. S'ensuit un des plus beaux duels à ce jour, un mano à mano qui tiendra en haleine tous les passionnés. Vincent le Terrible, BRB. Derrière nous, bon duel. On va se faire un petit coup de temps en temps. Allez, bonne journée, Jean. Ok, toi aussi, Vincent. Salut. Et ben voilà. Pas beau, ça? C'était en 2005. Au final, 7 heures sépareront le vainqueur Vincent Rioux de Jean Le Cam
après 87 jours d'une régate au couteau. Ce matin, l'ambiance était encore à la fête. Vincent Rioux accueillait son dauphin Jean Le Cam. 4 ans plus tard, Jean Le Cam a troqué son bateau jaune pour un rose. Sur le Pacifique, il est à nouveau bien calé dans le paquet de tête, avec Vincent Rioux dans son sillage. Mais comme toujours, cet océan n'a que le nom. Vous savez quoi? Là, on sort de la journée, je crois, la pire, quoi. La pire. Elle est peut-être à venir la pire, mais celle-là, elle était pire que celle de passé, quoi. Mais qu'est-ce que c'est bon quand ça s'arrête? Qu'est-ce que c'est bon? Après cette sévère dépression, Jean pense être sorti d'affaires avec le Cap Horn qui pointe à l'horizon. Mais c'est bien dans ce lieu, un des plus hostiles de la planète, qu'il va vivre le pire. Le bulbe de sa quille se détache, son bateau se retourne comme une crêpe, le voilà bloqué, impuissant à l'intérieur de sa coque. Vincent Rioux, qui est un très bon ami de Jean Le Cam, je peux vous dire qu'il a mis les chevaux et que là il est à 20 nœuds sur la route directe. Alors VM matériaux, ça y est, je l'ai trouvé. Bon allez, je vous laisse parce qu'il faut que je regarde si j'arrive à voir Jean. La manœuvre de récupération est épique, se passe mal puisque Vincent endommage son bateau, ce qui le contraint à l'abandon. Alors, cette navigation à deux pour rejoindre la terre toute proche sera de courte durée. Mais de cette expérience naîtra une solide complicité que seuls les coups durs, les faits de mer, savent forger. L'histoire de Vincent et Jean au Cap Horn. C'est quand même terrible. Sans le vouloir, c'était la première fois que Jean naviguait en double au large du Cap Horn. Avec Bernard Stamm, quand il atteint en 2015 le plus célèbre des 3 caps, qui ponctue un tour du monde, ils ont déjà 56 jours de mer derrière eux. On n'a pas vu la terre depuis 6 semaines. On n'a pas vu la terre depuis 6 semaines, ouais. C'est ça, hein? Ouais, Dans notre pays, quand on veut faire carrière, naviguer en solo est une quasi-obligation. Mais comme une grande majorité de skippers, la solitude n'est pas du tout la tasse de thé de Jean Le Cam. Lors de son dernier globe, il avait trouvé de nombreux subterfuges pour remédier à ce manque de compagnie. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est le réveil. Allez les enfants, il est temps de se réveiller. Allez, on se réveille. Allez. L'adjudant, j'aime bien quand ça fait mal, il nous a envoyé 4 jours dans des endroits terribles. On a passé 4 jours d'enfer. Monsieur Marsupi au Cap Horn, une petite photo souvenir pour les vacances. Merci adjudant-chef, j'aime bien quand ça fait mal. J'espère qu'il nous a pas fait encore des surprises pour le futur. Ce Vendée Globe 2012, Jean le finira en 5e position. Il n'a qu'une envie, y retourner, être présent sur la ligne de départ de la prochaine édition en novembre 2016. Plus facile à dire qu'à faire, à l'image de la petite balle qui ne va pas toujours là où on le voudrait. Comme le golf, la mer est souvent affaire de patience. Alors, le plus vieux trophée sportif du monde, la très fameuse Coupe de l'América, s'offrira-t-elle un jour à notre pays ? Depuis 1857, cette coupe était exclusivement réservée à des milliardaires qui dépensaient pour elle sans compter. Quand on fait un défi comme la Coupe América, je pense que en tant qu'organisateur de la coupe, je pense qu'on se doit aussi de se tourner vers l'ouverture, d'avoir le plus de pays possible qui puissent avoir leur chance d'y participer. C'est ce qui fait au final les grands événements sportifs. C'est qu'au niveau international, il y ait de plus en plus de pays qui soient présents. Un saut dans le temps s'impose. Bienvenue sur le plan d'eau de Valence en ce mois de février 2010 où deux fortunés que tout oppose s'affrontent. Mais c'est bien à cette date que la Cup bascule enfin dans son siècle. En remportant ce match hors norme par le score sans appel de 2-0, le team Oracle entre dans l'histoire et son leader Larry Ellison enfonce tout de suite le clou. Il annonce que le prochain rendez-vous se disputera sur des multicoques de 75 pieds de long. Le bond en avant est énorme. La 34e édition de l'America Cup sur le plan d'eau de San Francisco restera pour cela dans les annales.
jamais une régate à la voile n'avait été aussi spectaculaire. De plus, le match entre les Néo-Zélandais et les Américains est splendide, avec un vrai suspense à la clé et une victoire étriquée au final pour Team Oracle. Cette épreuve, qui n'intéressait qu'une poignée de spécialistes, revient en force sur le devant de la scène nautique. La Cup n'est plus ringarde, désormais, il faut absolument en être. Moi, je trouve que c'est bien quand même que la France soit présente dans la Coupe. Je pense que c'est quand même bien. C'est quand même, en France, on est quand même une nation au niveau de la voile qui est importante, avec à la fois des compétences en termes de technique dans les chantiers, à la fois en termes humains, à la fois voilà, la voile en France est devenue justement plus démocratique qu'elle ne l'est dans certains pays. À partir de là, je pense que la France a un réel jeu à faire dans la Coupe. Pour ouvrir le jeu à la concurrence, la taille des bateaux admis à participer a encore été réduite, passant de 70 à 50 pieds. Pour la première fois de sa très longue histoire, la Cup n'est plus réservée à une élite, puisque ses prétentions financières sont devenues moindres. Franck Camas et Michel Desjoyaux ont réussi à s'engouffrer dans la brèche offerte par Team Oracle. Franck et un Michel n'ont plus rien à prouver, je pense. Ils se marient quelque part pour cette Coupe América. Je pense que c'est un binôme détonnant, maintenant qu'il va falloir canaliser. Et toutes les grandes choses qui se font en commun ont toujours été faites quand l'homme est capable de mettre son ego dans sa poche. Là, on verra. L'officialisation du Team France pour la 35e édition, qui aura lieu en 2017, a donc été une des très bonnes nouvelles de cette année 2015. Franck Camas a pu régater sur les plans d'eau de Portsmouth, de Göteborg et des Bermudes à bord de son AC-45. Sixième sur 6, on ne gagne jamais du premier coup à ce niveau de compétition, surtout quand on navigue face à des teams surentraînés, avec déjà 2 à 4 ans de pratique assidue de ces engins volants. Le multicoque océanique a toujours été quelque chose d'assez particulier en France, ça c'est sûr. Maintenant, le multicoque en général n'est pas une spécialité française, puisque sur les séries, sur les petites séries de petits multicoques, de catamarans, etc., il y a un bon nombre de pays qui sont au top. De toutes les manières, ce qui est important, c'est d'y être. Déjà pour commencer. Je ne vois pas pourquoi ils prendraient une bâche d'ailleurs, mais peut-être que si. Mais au moins, ils apprendront. Parce que le truc, c'est que quand il n'y a pas un coup, le coup d'après, c'est sûr que tu n'es pas bon. Donc, même s'ils prennent une bâche, ils auront une certaine expérience et ils pourront peut-être remettre le couvert la fois d'après. La Coupe de l'América s'est certes démocratisée, mais l'engagement se compte toujours en dizaines de millions d'euros et les règles du jeu peuvent bouger selon le bon vouloir du tenant du trophée. La Cup se joue donc sur l'eau, mais aussi à terre, avec des bataillons d'avocats pour défendre ses intérêts. En un mot, un défi en bonne et due forme, c'est une véritable usine à gaz. Je pense que quand on rentre là-dedans et qu'on connaît toutes les ficelles en interne de ce genre de projet, je pense que voilà, j'ai pas envie de savoir ce qui s'y passe vraiment parce que voilà, je préfère faire autre chose. À l'inverse de la Cup, la simplicité, voilà bien ce qui caractérise le mieux la solitaire du Figaro. À l'image, un des plus jolis surfs jamais filmés au milieu de la mer d'Irlande. À la barre, Jean Le Cam, auréolé de 3 victoires sur cette épreuve. La solitaire du Figaro, c'est vrai que ça a été moi, j'ai commencé par là. La première fois où j'ai couru le Figaro, il s'appelait encore le journal L'Aurore. Les Figaro, j'en ai fait 16. D'abord, il y a une concurrence qui est importante, qui a toujours été. Donc c'est un côté sportif quand même assez fort.
Elle demande de la résistance, elle demande de choisir toujours, d'aller vite au bon endroit. Comme je dis toujours à la voile, si tu vas vite au bon endroit, c'est que tu as déjà fait une bonne partie du chemin. Plus que jamais, la solitaire reste une formidable école de la régate et de la persévérance. Pour gagner, il faut être bon, têtu et toujours y croire. C'est moi qui remporte la solitaire, c'est un peu bizarre. On va dire qu'il faut avoir le triomphe modeste parce que c'est une décision qui doit être terrible à vivre pour Xavier. Je suis franchement déçu. Voilà, je pense que sportivement, j'avais montré que je méritais de gagner cette étape. Que s'est-il passé? Retour en arrière sur une édition 2015 toujours aussi palpitante, mais au dénouement sur tapis vert. Au départ de Bordeaux, du beau linge une fois de plus, et 38 skippers ultra motivés pour affronter 4 étapes toujours aussi piégeuses. Une dorsale à traverser, une option ouest qui n'a pas payé, et au Cap Finistère, un seul heureux, Thierry Chabagny. J'ai deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'il reste 40 000 à parcourir. Ouais, la bonne, c'est quoi alors? La bonne, c'est qu'on est en tête. Quoi? On est en tête. 50 étapes dans son sillage, enfin une de gagnée. On se répète, sur la solitaire, toujours y croire. 15e solitaire du Figaro, c'est la première fois que je vois ça. Au mois de juin, les journées sont belles, mais quand il n'y a pas de vent, c'est toujours autant la galère. Je suis en train de me faire doubler par un pédalo. Chaud, c'est chaud. Eh ben ça y est, je suis deuxième de la course. Comme toujours, Éole cela de ne rien faire. Et le plus malin cette fois est un petit jeune qui monte. Dans son sillage, Yann Eliès, Jérémy Bayou. Je suis super fier d'avoir tenu tête à des ténors comme ça et j'espère qu'un jour je pourrai faire presque aussi bien que ça. On verra. Après 2 étapes, on commence à y voir plus clair. Vers l'Angleterre, cela joue tendu pour avoir le droit de partir en pole position avant la dernière ligne droite. À ce petit jeu, Yann Eliès excelle. Avec 16 participations et déjà 2 victoires sur cette course dans ses poches de ciré, il connaît la musique. Il faut aller vite, mais surtout garder l'esprit clair. La stratégie, elle se fait quand même en très grande partie avec le cerveau. C'est ce qui est intéressant dans la voile en général, c'est que la stratégie est une partie essentielle de la voile. Au Figaro, c'est 4 étapes, donc ça dépend comment tu te situes. Tu peux jouer au poker sur la dernière étape. Enfin, il y a toute une réflexion à avoir sur la gestion de la course dans sa totalité, jusqu'à l'arrivée. Il reste 100 000 de portant, donc voilà, faut pas crier victoire trop tôt. Je connais en plus le Lascar, il va rien lâcher. Donc voilà, on en reparlera arrivé là-bas. Le ton de la voix est vachement important. La façon dont la personne s'exprime, tu sais tout de suite s'il est fatigué, s'il n'est pas fatigué. C'est pour ça que si tu ne veux pas donner d'informations à ton concurrent, bah, tu fermes ta gueule. C'est le plus efficace. Au départ de la 4e et dernière étape, Yann Eliès est bien le leader au général, mais cela ne va pas l'empêcher de se faire avoir comme un bisu malgré son expérience. Le long des falaises de Normandie, il n'arrivera pas à combler son retard d'une traversée de la Manche ratée. Adrien Hardy gagne l'étape, Xavier Macaire se croit au firmament, mais voilà, comme dans tout sport, il y a des règles à respecter. Pour avoir navigué quelques minutes dans une zone totalement interdite, Xavier écope d'1 heure de pénalité. Au final, une 3e victoire dans la solitaire pour Yann Eliès. La vengeance est un plat qui se mange froid, même sous le soleil de la Méditerranée. Au bout de 3 autres semaines à tirer des bords dans le cadre de la Generali Solo, Xavier rend une copie impeccable. Au bout de sa trajectoire, un titre recherché couronne sa belle saison 2015. Ça fait super plaisir là, c'est vraiment oui, ça y est, yes. Je suis champion de France, c'est extraordinaire. Voilà, là c'est un soulagement, une satisfaction énorme. Bravo! D'un champion à un autre aujourd'hui disparu.
C'est bien avec cette même solitaire du Figaro que Laurent Bourgnon est entré dans la cour des grands en 1988. Il est le plus jeune concurrent, il est un bisu de l'épreuve, mais il l'a emporté. Une performance toujours inégalée, la suite est à la hauteur de cette première. Dans les années 90, à la barre de ses trimarans, il truste les victoires. Jacques Vabre, record de l'Atlantique en solo, route du Rhum par 2 fois, son palmarès ne cesse de s'étoffer. Comme tous les marins du large, Laurent affronte aussi nombre de coups durs. Vous montrez déjà le propriétaire, hein, il est un peu... il en manque des bouts, mais bon, c'est pas grave, le propriétaire, c'est le bateau surtout. Là, on s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Ah bah Laurent, moi j'avais fait le tour de l'Europe avec lui à l'époque de RMO. Donc on était avec Bilou, avec Jean-Luc Nélias. Et donc à cette époque-là, on était mercenaires. Nous, on était, voilà, on intervenait sur des projets. Et donc c'est comme ça que j'ai connu Laurent à l'époque. Depuis son enfance, la mer était son terrain de jeu. Elle l'a happé à 49 ans lors d'une journée ordinaire pour lui. D'une plongée au cœur des atolls polynésiens, il n'est jamais remonté, lui qui était pourtant un habitué des entreprises les plus téméraires. Pour preuve, voilà Laurent Bourgnon en haut du mât de son Mini Transat lors de son arrivée victorieuse en 1987. Ces petits bolides de 6,50 m, Laurent les adorait. Il avait disputé la 6e édition, nous en sommes aujourd'hui à la 20e. Le bonheur reste le même, les bateaux vont juste de plus en plus vite, avec des moyennes parfois à plus de 15 nœuds. Et comme toujours, la Mini a fait le plein. Sur les pontons de Douarnenez, le 15 septembre 2015, l'ambiance est au top. 72 inscrits, 15 nationalités représentées, que du bonheur. Ça c'est sûr que c'est une micro-société, d'univers tout à fait différents les uns des autres. Hein. C'est la possibilité pour des gens de faire une transat en solitaire voilà, avec des moyens assez restreints. C'est vrai que je regarde toujours les mini-transats avec un œil observateur, parce qu'il y a toujours des solutions techniques qui sont apportées sur ces petits bateaux. Ça fait, ça fait 48 heures qu'on est parti là. Et c'est pleine balle là depuis 2 jours. Les gens en fait, quand ils n'ont pas de moyens, eh ben, ils ont des idées. Et en mini-transat, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que les idées émergent et peuvent se concrétiser avec peu de moyens. Peu de moyens, mais une énergie de tous les instants pour les mini-transateux. Il faut dire que les conditions météo entre Douarnenez et la Guadeloupe ont été idéales. Un max de portants, des séquences de glisse magnifiques. Putain, maintenant, il va falloir rester zen jusqu'au classement de demain. Au final, 2 grands vainqueurs. Frédéric Denis sur son joli proto et Yann Lipinski, côté voilier de série. Tous deux ont exposé les temps de parcours entre les Canaries et Pointe-à-Pitre. Il faut désormais moins de 13 jours pour allier ces 2 points sur un voilier de 6,50 m de long. Je trouve que c'est des bateaux quand même qui sont extraordinaires, parce que par rapport à la taille des bateaux, ils font des vitesses qui sont délirantes, quoi. Une évidence, aujourd'hui, le vol sur l'eau est devenu la nouvelle panacée de la voile moderne. Le Flying Phantom, un kata 100% breton, en est un parfait exemple. Grâce à lui, notre sport devient plus spectaculaire, plus tendance. Une nouvelle génération de marins en profite déjà à fond. C'est bien, hein? Ah bah c'est sûr, hein. Mais bon, nous, quand on avait 20 ans, on avait autre chose, hein. À chaque époque, à chaque temps, voilà. Ces bateaux. Maintenant, il y a les motafoils aussi qui sont des bateaux complètement délire. Et c'est vrai que quand on les voit naviguer dans la baie, c'est impressionnant. La série des motafoils est en pleine expansion depuis ces 5 dernières années, avec des championnats du monde qui réunissent le gratin mondial. Mais le nouveau bateau à la mode se nomme le GC32. Ce catamaran a été adopté par tous les grands teams pour se mettre au goût du jour. Un circuit a été mis sur pied avec 5 rendez-vous dispatchés sur les plus beaux plans d'eau d'Europe. On pourrait croire que ce type de régate le plus près des côtes est une première,
il n'en est rien. À la fin des années 80, une série était née, les Formule 40. En Formule 40, c'était des bateaux voilà, de 12 mètres et quelques, démontables, et avec lesquels on avait un circuit dans toute l'Europe. Donc on allait à Kiel en Allemagne, on allait à Valence en Espagne, on allait sur le lac de Garde, on allait un peu partout en Europe. Et c'était un circuit voilà, qui occupait les 3/4 de l'année quasiment. Cette série des Formule 40 va être très éphémère, même si elle a compté à son apogée en 1988 très exactement, jusqu'à 18 bateaux engagés. À la clé, 2 titres de champion du monde pour Jean Le Cam à bord de son biscuit Cantreau. Mais voilà, à l'époque, les chaînes Tout Info, sans parler d'Internet, n'existaient pas encore. Et puis la voile, pour les grands médias, reste dévolue aux grandes courses océaniques. Ça manquait peut-être d'aventure pour que le public s'y intéresse. C'est vrai que les gens ont besoin d'une histoire, ils ont besoin d'aventure, ils ont besoin de rêve. Alors, les retombées médiatiques n'ont pas suivi et ce circuit est mort tout naturellement, seulement 4 ans après sa naissance. Un joli gâchis, mais ainsi va le monde. Faut jamais être trop en avance, faut être juste là au bon moment. C'était hyper intéressant parce qu'on avait développé une série qui, je pense, pourrait être d'actualité encore, hein, qui reviendra peut-être avec des bateaux peut-être différents. La preuve par l'exemple avec aujourd'hui le Tour de France à la voile. Après 38 ans d'existence, cette épreuve majeure du calendrier français vient de sauter le pas en adoptant un multicoque, le Diam 24, pour une tournée des plages en plein mois de juillet. Ils ont repris un biais différent, avec un circuit un peu, qui est un peu sur le modèle de la Formule 40, où les bateaux sont démontés sur chaque étape. Ils font des parcours intéressants pour le public, qui peuvent les voir, etc. Et puis ils vont de ville en ville comme ça. Je pense que ça a été quand même un rebond et un renouveau pour le Tour de France. Je pense que c'est plutôt positif. Ils étaient seulement 7 inscrits en 2014. Avec le Diam 24, ce chiffre s'est tout de suite gonflé à 28. Et qui plus est, c'est bien la fine fleur de la voile française, tout support confondu, qui s'est éclatée pendant 3 semaines entre Dunkerque et Nice. Il y a des gens qui viennent de l'olympisme, il y en a d'autres qui viennent de la course au large. Je crois qu'il y a un mélange. Il y a des jeunes qui viennent du dériveur. Je pense que c'est bien. C'est bien, ça fait un mélange de population, donc ça fait forcément une richesse intellectuelle, ça fait du partage, donc au final, je pense que c'est bénéfique pour tous. On peut toujours faire mieux, on pourrait faire plus léger, on pourrait faire la même chose avec des foils. On peut toujours. Seulement, il ne faut pas oublier l'objectif, c'est que l'objectif, c'est quand même de rallier le plus grand nombre de personnes, avoir une flotte la plus, je dirais, la plus accessible possible. Et je pense que de ce côté-là, le pari, il est gagné. On reste dans l'univers des multicoques avec l'âge d'or de la course au large, les 60 pieds hors mât pour Ocean Racing Multi-Hull Association. Nés à la fin des années 80, ces trimarans de 18 mètres de long se sont développés à vitesse grand V. La quête de la performance est l'unique préoccupation des équipages qui s'éclatent sur un circuit de Grand Prix au niveau de plus en plus relevé, de plus en plus engagé. Tous les ans, les bateaux progressent avec des innovations dans tous les secteurs du jeu. Les mâts se mettent à basculer au vent, façon planche à voile, les plans de voilure s'étoffent, les dérives centrales deviennent de plus en plus profondes. Et puis les foils font leur apparition pour plus de raideur à la toile, pour retarder les enfournements. En 10 ans, la vitesse est passée de 20 à 30 nœuds. Mais voilà, les marins ont dans le même temps créé le mouton à 5 pattes.
En Grand Prix, avec 11 à 12 hommes d'équipage à bord, manœuvrer ces pur sang ne pose pas de problème. Mais ces mêmes bateaux se devaient d'être aussi menés en solitaire. Jean a bien connu toute cette époque. Après avoir été équipier, il est devenu le skipper du trimaran Bonduel. Pendant 4 ans, il a vécu lui aussi sur le fil du rasoir. Je me suis aperçu que la machine dépassait l'homme. Et quand la machine commençait à dépasser l'homme, là, t'as peur. À 8 nœuds de vent, quand tu es sur un flotteur pour faire une traversée atlantique et que à 10 nœuds de vent, tu es en survie, ou 12 nœuds de vent, tu es en survie, là, ça devient quand même très critique. Je pense qu'on n'avait pas maîtrisé, effectivement, l'évolution, si tu veux, de cette classe. J'avais essayé à l'époque d'être très incisif sur certains points, mais bon, ça s'est pas fait. Et puis voilà, je pense que les bateaux n'étaient pas faits pour du solitaire. Saint-Malo, novembre 2002. L'ambiance est tout sauf sereine. Les conditions météo annoncent un début de course musclée pour les 18-60 pieds Orma amarrés dans le bassin Vauban. Et puis, il y a l'émulation propre aux grandes épreuves. Jamais le niveau de jeu n'avait été aussi relevé sur une route du Rhum. Sur un départ du Rhum, sur ces bateaux-là, il n'y a pas grand monde qui rigolait. Il y en a plein qui fanfaronnaient, mais comme je disais toujours à cette époque-là, si tu veux savoir la vérité, t'as qu'à poser la question pas aux coureurs, mais à la femme des coureurs. Là, tu auras la vérité sur ce qu'ils pensent vraiment. Le départ est magnifique, tout simplement. Entre la ligne de départ et le cap Fréhel, les 60 pieds lâchent les chevaux, les speedos s'affolent et les vedettes spectateurs ont bien du mal à suivre. Mais dès la première nuit, les sorties de route commencent. Franck Camas est le premier à se mettre sur le toit, au large de Roscoff. Au bout de 10 minutes, j'ai entendu un grand craquement. Et je suis sorti, j'étais à l'intérieur en train de ranger. Je suis sorti, j'ai vu Jean. J'étais rentré dans Franck Camas, sur Groupama, qui lui avait chaviré la première nuit. Donc il était à l'envers, sur son multicoque à l'envers. Et puis tout d'un coup, c'était une très mauvaise visibilité. Et moi, avec Bonduel, je rentre dedans. Voilà, ça fait scrotch. Donc ça, c'était pas banal. J'étais obligé de sortir du cockpit, aller voir devant. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a ici? Je regardais en l'air, je dis, ouais, si c'était un cargo ou n'importe quoi, je l'aurais vu quelque chose. Là, je voyais rien. Je vais voir devant et je vois écrit Groupama avec le flotteur vert. Groupama à l'envers. Bon, en 2 secondes, je me suis dit, c'est clair, quoi. C'est le bateau et puis il y avait Franck au milieu de la coque centrale. Donc je lui ai demandé comme un idiot, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça, c'est vraiment les questions bêtes. Hein, enfin, il a fallu que je la pose quand même. Bah, il m'a répondu. Vous savez ce qu'il m'a répondu? J'ai chaviré. La dépression annoncée sur le golfe de Gascogne et au large du cap Finistère est encore plus féroce que prévu. La flotte des 60 pieds, en moins de 48 heures, se fait laminer. Les balises de détresse se déclenchent de toutes parts. Reparti, après une réparation de fortune, Jean Le Cam n'échappe pas à cette bérésina. Son Bonduel craque lui aussi de toutes parts dans la tempête. Bon bah voilà, on a été, je crois qu'avec Bonduel on a été là, on a été au bout, hein. On a fait ce qu'on a pu, malheureusement la mer en a décidé autrement. Cette route du Rhum 2002 marque le début de la fin pour la classe Orma. Lors des épreuves suivantes, les avaries continuent à se succéder à un rythme beaucoup trop élevé. On était arrivé là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup
Beaucoup de chavirages, beaucoup de bateaux qui n'arrivaient pas à l'arrivée. Et donc, ça s'est éteint, en fait, naturellement, quoi. À l'image de beaucoup d'autres skippers, c'est à cette époque que Jean bascule du multicoque au monocoque du Vendée Globe, avec les fameux IMOCA. Et comme l'histoire aime à se répéter, c'est au tour de ces bateaux de vivre une formidable évolution, avec une course à l'innovation entamée dès le début des années 2000. Je vais vers un prochain Vendée Globe, donc forcément, la série dans laquelle je suis, je l'ai suivie plus particulièrement sur la Jacques Vabre. L'édition 2015 de cette course entre Le Havre et Itajaí au Brésil n'est pas partie sur les chapeaux de roue, c'est le moins que l'on puisse dire. Quand il n'y a pas de vent, même les plus beaux coursiers restent collés à l'eau. Mais tous savent que ce temps de demoiselle ne va pas durer. Comme prévu, une dépression dans le golfe de Gascogne attend les concurrents. Après seulement 30 heures de course, les abandons successifs de Safran et Gitana interpellent. Ils font partie des 5 nouveaux bateaux construits durant l'hiver 2014-2015. Tous sont dotés de nouveaux appendices, les dérives foils. Grâce à eux, ces bateaux sont censés aller 2 à 3 nœuds plus vite dans certaines conditions. Mais voilà, au final, un seul de ces 5 nouveaux bateaux, le Banque Populaire d'Armel Lecléache et Erwan Tabarly, rejoindra l'arrivée. Il devra se contenter de la 2e place derrière PRB, un bateau d'ancienne génération, déjà vainqueur de cette épreuve il y a 2 ans. Ah bah là on les garde les foils. On est super contents. C'est sûr qu'il y a des moments où ça marche bien, d'autres c'est forcément moins à l'aise. Maintenant le PRB ça fait 5 ans qu'il navigue dessus, il connaît par cœur. Nous on a encore je pense une grosse marge de progression, on a quand même appris énormément de choses avec Erwan. Donc voilà, on sait qu'on a vu pas mal de choses à travailler cet hiver, l'hiver qui arrive pour le Vendée Globe l'année prochaine, pour être performant et je pense avec des foils. Ouais. Ça a été une course quand même qui était très favorable aux foils, il faut le savoir, parce que c'était des angles de 100 degrés sur le départ pour aller faire un virement de bord dans une dépression et de rebelote en tribord avec du vent qui adonne de plus en plus. Donc c'était un parcours très rapide, sans louvoyage, et donc favorable aux bateaux à foils. Les IMOCA flambant neufs auraient donc dû gagner, mais voilà, leur manque de préparation, de navigation dans du vent fort était évident. Mais le constat est quand même là, un rien inquiétant pour le futur, puisque ces bateaux deviennent réellement hors de prix. Ce qui est important, c'est qu'il y ait le plus de bateaux possible à l'arrivée et qu'il y ait plus d'ouverture pour que les jeunes puissent venir dans la classe et qu'il y ait de plus en plus de sponsors qui soient contents à l'arrivée. Ça, je pense que c'est un progrès, un réel progrès. Maintenant, qu'il y ait des foils ou qu'il n'y ait pas de foils, ou que ci ou que ça, honnêtement, ça fait triper une bande de techniciens. Moi, je suis un technicien, donc je suis bien placé pour le dire, mais je pense qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait pour le futur. Depuis toujours, Jean est un fervent militant de la monotypie, soit des voiliers strictement identiques les uns par rapport aux autres, histoire de limiter les coûts, mais pas que. On peut très bien avoir un monotype avec un cluster d'industriels et de chercheurs qui font évoluer la classe en permanence et qui, à un instant T, on change tel ou tel paramètre sur l'ensemble des bateaux, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que la recherche et développement se fait, mais pour l'ensemble des bateaux. Ce qui permet d'avoir un outil de travail qui est toujours au top et qui soit intéressant parce qu'il y a du développement technique, mais qui soit pour tous. Et ce qui donne en plus la possibilité d'avoir des investisseurs qui achètent des bateaux et qui sont pas forcément coureurs. Pour rester sur le devant de la scène, la classe IMOCA se devra d'évoluer pour ne pas risquer de mourir dans les prochaines années, alors qu'un nouveau support a le vent en poupe, les ultimes. Cette classe vient de naître avec un seul grand paramètre qui entre en ligne de compte, la longueur hors tout,
Elle ne doit pas dépasser 100 pieds, soit 33 mètres. Le massif de François Gabard est le premier construit selon ce critère. La Transat Jacques Vabre était son baptême du feu. Ouais, voilà, avec Pascal. Le massif, il a gagné la course. Le grand public, il ne voit que ça. Hein. C'est pas le plus riche qui a gagné, c'est le dernier nouveau bateau qui a été construit, voilà, qui a été mis à l'eau. Par contre, il avait un handicap de jeunesse, ça c'est sûr aussi. C'est-à-dire que le bateau a été mis à l'eau au mois d'août. Pour un départ 2 mois après, c'est vrai que ça veut dire que techniquement, l'équipe technique a bien préparé le bateau, a bien travaillé, ça c'est sûr. Bon, je dirais que c'est une belle victoire. Une victoire de plus pour François Gabard et Pascal Biligori et un avenir serein pour ces grands trimarans. Rendez-vous est déjà pris à Brest en 2019 pour partir sur une course autour du monde en solo. C'est bien le prochain grand défi de la course au large française qui est en train de prendre forme. Alors, en record, à la limite, pas de souci. Parce que tu as ton propre record, tu as ta propre analyse, voilà. Par contre, en course, avec plusieurs bateaux autour, et c'est au plus con qui gagne, parce que quand tu es aux courses, voilà, si l'autre il va donner plus vite que toi tu y vas, et puis c'est l'escalade. Ça, on le comprend tout à fait. Là, pour le coup, en course, j'ai du mal à voir qu'il n'y en a pas un ou deux qui va rester à l'envers, quoi. Bon, rester à l'envers en Atlantique, ça c'est une chose. Rester à l'envers dans le sud, c'en est une autre. Ça c'est sûr. Jean est sceptique, l'avenir lui donnera tort ou raison. Reste que tourner autour de la planète est une de nos grandes spécialités depuis l'apparition du trophée Jules Verne en 1990. Ce record autour du monde en équipage, né des mythiques 80 jours du roman de Jules Verne, Jean aimerait bien en être. C'est vrai que j'aurai à faire demain, je ferai un énorme bateau, quoi. Je ferai un bateau de 50 mètres, quoi. C'est-à-dire que quand on voit Spindrift, il est magnifique, quoi. C'est beau, quoi. Moi, les grands multicoques de record, j'adore ça. Hein. Moi, j'en ai fait avec Jet Service, avec Patrick Morvan. Ça, c'était l'époque, une autre époque encore. Avec Philippe Poupon, avec Fleury Michon, quand on avait tenté de battre le record de l'Atlantique. Et donc, j'avais monté d'ailleurs un projet avec Florence Artaud sur un gros bateau de record. Et bon, qui n'a pas abouti. C'est un couple sans amour, mais un couple parfaitement heureux et pleinement uni pourtant. Florence Artaud, Jean Le Cam, ces deux fortes personnalités se devaient de naviguer ensemble. Cela ne s'est donc pas fait sur le trophée Jules Verne, mais dans le cadre de la Transat en double en 96 et 98. Florence Artaud, c'est un peu l'arme fatale. À un moment, je lui ai dit, tiens, tu veux pas faire la jet d'Auxerre avec moi? Il dit, ok, puis voilà, c'est parti, quoi. C'est une belle histoire. Oh, on s'est frité des fois, hein. Un petit peu, hein. Mais bon. C'est vrai qu'une fois, elle me dit, non, j'ai dit, tu me réveilles si j'en panne, si on en panne, c'est-à-dire qu'on change d'amure au bateau. Je lui dis, si jamais si jamais le vent adonne, tu me réveilles pour qu'on en panne. Et elle me dit, mais non. Et puis je me réveille, peut-être 1 heure ou 2 après, putain, ça va adonner, etc. Elle ne m'avait pas réveillé, quoi. Et je lui dis, putain, ça a donné et tout. Elle me dit, c'est pas vrai. Il manque de peau, si tu veux. Moi, je travaillais avec les logiciels Maxi à l'époque, donc tu avais la trace sur le truc. J'ai dit, écoute, voilà, sur l'ordinateur, si tu veux, c'est la trace GPS. Donc voilà, tu me racontes des conneries, c'est tout, quoi. Non. Bah, je lui dis, bon, on en panne et puis on discutera après. Hein. Et puis voilà, bon, c'est un peu. Ça arrive tout le temps, hein, de toute façon, que ce soit avec Florence ou avec. Voilà, c'est des moments voilà, dont on se rappelle. Entre
30 ans de carrière, on a le temps d'en croiser du joli monde. Mais le premier vrai temps fort médiatique pour Jean Le Cam a eu lieu en 88. Il a l'honneur d'être l'équipier d'Éric Tabarly sur une transat en double, vite disparue du calendrier nautique. On a fait l'épopée avec Bottin Entreprise où on a fait, donc c'était une course qui s'appelait Lorient-Saint-Barth, Saint-Barth-Lorient. Et au retour, on a chaviré. Le bateau d'Éric Tabarly, alors deuxième de la course dans cette deuxième étape, s'est retourné à environ 1500 milles des côtes françaises. Vers 17h, Tabarly et Le Cam lançaient un appel de détresse. 5 heures plus tard... Bon, ouais, moi je m'entendais bien avec Éric. Bon, voilà, il était deux fois un peu inconscient sur le... Quand on a chaviré, il était toujours, lui, plus il y a de toile et plus ça va vite. Donc voilà, moi j'étais pas de cette école-là. Je venais de la Formule 40, moi. Donc, on avait une culture différente, mais bon, on a fait un bon petit bout de chemin ensemble. C'était sympa. Ce n'est pas la première fois que Jean naviguait avec Éric. Il avait déjà embarqué sur le désormais célèbre Penwick 6, alors rebaptisé Euromarché. J'ai fait le tour du monde avec Éric en équipage en 81, donc c'est pas tout jeune. C'était une époque qui était différente de maintenant, mais il y avait toujours ce côté technique, hein, puisqu'il travaillait beaucoup avec des ingénieurs pour développer ses bateaux. Voilà, il a quand même ouvert, je pense, la voile en France, en général, grâce à son parcours, grâce à ses victoires, et il a permis à ce que la voile soit plus rapidement démocratisée en France que ça ne l'est dans d'autres pays. À l'époque, ce tour du monde en équipage se nommait la Whizbread. Aujourd'hui, il se nomme la Volvo Ocean Race. Et bien sûr, cette course n'a aujourd'hui plus rien à voir avec l'époque de Jean et Tabarly. Avec l'adoption pour la première fois de son histoire d'une flotte monotype, l'épreuve est devenue plus que jamais une véritable régate planétaire. Les 7 concurrents ont navigué 90% du temps à vue les uns des autres, avec des arrivées parfois inférieures à la minute après plus de 3 semaines de navigation. À l'escale de Sanya en Chine, Dongfeng s'offre la tête du classement général. Un parfait jackpot pour l'équipage sino-français mené par Charles Caudrelier. En monotype, il faut aller vite. C'est ce qu'on connaît dans le Figaro, hein. Ça rend la course facile. Et avoir Pascal Bidégory à bord, pour moi, c'était une évidence, parce que on sait que c'est quelqu'un, en tout cas en France, c'est l'une des personnes les plus performantes pour faire avancer un bateau. Yes, I am very happy. Thomas Roussel, j'avais navigué avec lui l'année avant, je savais que c'était un excellent barreur. Kevin, j'avais besoin de quelqu'un aussi pour gérer la partie technique. Ces personnages ont été évidentes, et puis les autres sont venus au fur et à mesure. 2 victoires d'étape, mais un dématage survenu avant le Cap Horn va plomber toute chance de conserver la tête du général. Mais 3 ans après le succès acquis par le Groupama Sailing Team, ce noyau de Français enfonce le clou. Notre pays est bel et bien de retour sur ce tour du monde en équipage. Le tour du monde, j'en connais, mais tout un pan de la voile de compétition lui est totalement inconnu, celui de la voile olympique. Laser, fine, planche à voile, 470, Nacra 17, 49er, il y en a pour tous les goûts, pour les garçons comme pour les filles. Sur une ligne de départ, c'est jusqu'à 60 nations qui sont représentées. Les JO, comme pour les autres disciplines, c'est bien le nec plus ultra de la voile sportive. De plus, il faut avoir bien à l'esprit qu'un seul équipage par pays et par série est admis à concourir. Pour être cet équipage, il faut d'abord battre ses petits copains d'entraînement. Les sélections au sein des équipes de France sont féroces, car au bout, il n'y a qu'un seul élu pour représenter la France à Rio dans chacune des 10 séries admises. C'est des investissements énormes, moi je trouve ça hallucinant, quoi. Tu te focalises sur une série, sur une épreuve, avec un engagement qui est énorme, et sans avoir la certitude d'y participer. Là c'est pire que tout. T'imagines, tu as investi 2 ans, 3 ans de ta vie pour être présent aux Jeux Olympiques, et puis voilà, et ça se termine par un échec, c'est lourd, quoi. Moi, je
suis admiratif, hein, c'est clair. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, voilà. Et la France fait partie de ces pays où justement il n'y a pas beaucoup de moyens pour aider les athlètes à vivre pendant qu'ils s'entraînent. Et bon, un médaillé olympique, c'est impressionnant, quoi. Enfin, moi, ça m'impressionne. 1, 2, 3 médailles lors de la prochaine Olympiade. Incontestablement, les JO de Rio vont être un des temps forts de la saison 2016. Mais des temps forts, il y en aura beaucoup d'autres. Il se passe toujours plein de choses dans la voile, au général. Donc c'est une des je sais pas quoi moi, des sports, des aventures qui évoluent de façon incroyable au niveau des records, au niveau de la technique, au niveau de... C'est une évolution qui est colossale. Quand on s'imagine il y a 15 ans ou il y a 20 ans, l'évolution de la vitesse des bateaux, l'évolution de toutes séries confondues, avec la Coupe América, avec les foils, où les mecs ils virent de bord sur les foils, ils empannent sur les foils. Enfin, c'était quand même... Voilà, c'est vrai que... C'est vrai qu'il se passe plein de choses, tout le temps. Et ça, c'est top. Par cette belle journée, Jean vient de boucler son parcours. Dès que possible, il va reprendre la mer, puisqu'il en a toujours été ainsi. À la clé, de nouvelles aventures pour lui sur une planète voile en constante évolution, qui n'a pas fini de nous surprendre.